Bienvenue, benvenuti à tutti pour ce numéro du Petit Plateau. Le Petit Plateau, vous le savez désormais, hein, c'est ce podcast qui parle cyclisme, qui en parle autour d'une bonne bière. Et aujourd'hui, on va évoquer la première toute grande course de la saison. On est une semaine après Paris-Nice, une semaine après Tirreno-Adriatico. Cette fois, ça y est. Milan-San Remo, la Primavera, le premier monument de la saison. C'est un rendez-vous non seulement pour les coureurs, c'est également un rendez-vous pour les suiveurs, c'est aussi un rendez-vous pour ceux qui aiment débattre cyclisme, car on le sait, cette course Milan-San Remo, elle suscite chaque année finalement un petit peu les mêmes débats. Alexis Damien, bonjour. Ciao a Bonjour tout le tutti! monde. Et Salut. justement, Damien, Milan-San Remo, débat, tu as des choses à dire là-dessus, hein? Oui, oui, ben oui, en fait, plus que des débats, c'est souvent les mêmes affirmations qu'on entend, hein, toujours les mêmes choses qui reviennent à propos des courses, et notamment Milan-San Remo. Alors j'ai relevé quelques affirmations qu'on entend chaque année. Première affirmation, on entend souvent c'est la plus facile, mais c'est aussi la plus dure à gagner. Et moi, je peux chaque fois, enfin, je peux jamais m'empêcher de me dire, ben, la plus dure à gagner, ça dépend pour qui. Si Petaki ou Goss, vous leur demandez si c'était plus difficile de gagner à Primavera ou Liège-Bastogne-Liège, ils auront vite fait de vous répondre, je pense. Après, c'est un peu de la mauvaise foi, hein, parce qu'on comprend l'idée, c'est la plus difficile à gagner parce que c'est la plus dure, enfin c'est celle où on a le plus difficile de faire une sélection. Et donc, ça prend tout son sens finalement quand on regarde le palmarès. Palmarès où on n'a pas des Tom Bonnen, des Valverde, des Sagan, des Gilbert, qui auraient tous pu gagner cette course et qui n'ont pas pu le faire. Deuxième affirmation récurrente, Milan-San Remo, c'est un peu une loterie. Alors, Rodrigo Pinkens nous le dit régulièrement, il faut pas aller dire ça à Eddy Merckx. Eddy Merckx, 7 fois vainqueur, qui a dit lui-même donc que si c'était le cas, bah, il devait plus souvent jouer au loto. Et il a ajouté, le roi Eddy, qu'il est impossible de gagner 7 fois le gros lot avec le même ticket gagnant. On peut pas lui donner tort, hein. Et plus près de nous, on a Zabel et Fréré, par exemple, qui ont démontré que c'était pas qu'une question de chance, hein, pour déterminer le vainqueur. Donc cette affirmation, une loterie, moi je suis d'accord avec le roi Eddy, pas tant que ça. Troisième affirmation récurrente, rien ne se passe avant le Poggio. Alors là, c'est plus nécessairement vrai, je crois qu'on en reparlera plus tard dans cette émission, mais plus ça va, et moins cette affirmation est vraie. Mais la première affirmation récurrente, moi où j'ai vraiment envie qu'on discute, Milan-San Remo, c'est le match entre les sprinters et les punchers. Et je pense qu'on n'est plus vraiment d'accord avec ça. C'était une dualité historique qui est peut-être en train d'être dépassée. Alors pour lancer ce sujet-là, et pour vous amener à répondre à cette question, ben, j'ai deux questions justement. Est-ce que vous pensez qu'un pur sprinter peut encore s'imposer? Quand je parle de pur sprinter, je parle de, ils ne sont pas au départ, mais de Jacobsen, de Coy, de Bennett, de Merlier, enfin des garçons dans ce genre-là. Et alors ensuite, ce que je vous demanderai, c'est si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle dualité qui verrait plutôt s'affronter des sprinters punchers et des punchers sprinters? Ou alors est-ce que c'est trop réducteur et que vous voyez d'autres types de coureurs qui peuvent venir semer le trouble dans tout ça? Voilà, évidemment, ça devient compliqué de déterminer qui est un pur sprinter ou non, mais là, tu parlais de, tu as quand même énoncé quelques noms. Pour moi, en 2023, non, impossible qu'un Jacobsen ou un Groenewegen vienne gagner à la Via Roma. Mais c'est vrai que concernant les purs sprinteurs, je pense que tu l'as dit en intro, ils sont pas au départ cette année-ci. Ouais. Les Jacobsen, Coe, etc., ils sont pas là parce qu'on sait qu'il y a des coureurs qui sont pratiquement aussi rapides qu'eux, qui sont peut-être tout aussi rapides qu'eux après 300 km de course en fait, et qui auront plus de facilité à pouvoir suivre un train d'enfer dans le Poggio ou avancer à la Cipressa et encore un peu avancer les autres capis. C'est clair, moi, même moi, l'année dernière encore, je me réjouissais d'un duel au bout de l'ennui, entre guillemets, entre sprinter et puncher. Mais c'est assez clair que là, maintenant, la donne a changé. Déjà parce que l'ennui il sera un petit peu moins long, vu que, on en reparlera, ça va envoyer de la Cipressa cette année. Et aussi parce que, comme tu le dis, la dualité, elle a totalement évolué. Elle existe encore, mais elle a évolué. Parce que maintenant, on se retrouve avec une génération de coureurs qui sait tout faire. Ils sont tous extrêmement polyvalents. Et on se rend compte maintenant que des gars qu'on aurait tendance à catégoriser comme punchers sont très bons au sprint. Et des gars qu'on aurait plus tendance à catégoriser comme sprinters, pour certains d'entre eux, ont un très bon punch également. Donc, il y a toujours une distinction à avoir. Parce que, par exemple, à Van Der Poel, il est très complet et il a un très bon sprint. Mais quand on regarde Milan-San Remo, sa plus grosse arme, ça reste quand même son punch.
Et inversement, Pedersen, il a un très bon sprint, un très bon punch, pardon, mais sa plus grosse arme pour Milan-San Remo, ça reste son sprint. Donc oui, il y a encore une dualité, mais elle a évolué. Maintenant, c'est plus puncher contre sprinter, c'est puncher qui sont très bons au sprint et sprinter qui ont un très bon punch. Comme tu dis, puncher-sprinter contre sprinter-puncher. Je crois que le temps des sprinteurs actuellement, des purs sprinteurs, est révolu. Et effectivement, ça corrobore finalement ce que Alexis vient d'expliquer, c'est que on est aujourd'hui dans une situation où les courses sont de plus en plus complets. Et je vais même aller au-delà de la dualité entre sprinter et puncher. Quand on regarde sur toute une saison, aujourd'hui, les coureurs, ils sont là tout le temps, ils sont là Mhm. partout. On retrouve finalement aujourd'hui, avec des coureurs comme Van der Poel, Van Aert, mais aussi des Pogacar ou des Roglic, on retrouve des coureurs qui sont présents toute la saison, qui savent grimper, qui sont rapides au sprint, qui savent rouler. On retrouve finalement un cyclisme, je pense, qu'on avait davantage dans les années 60, 70, 80, les belles années Merckx, Hinault, etc., et qu'on a un peu perdu dans les années 90 et au début des années 2000 avec une sorte d'hyper spécialisation finalement où des coureurs se sont rendus compte que pour pouvoir être meilleurs que les autres, il fallait peut-être vraiment s'impliquer davantage encore dans une spécialisation finalement. Et donc, je crois que ça, c'est révolu parce qu'on a aujourd'hui des phénomènes qui se sont rappelés que finalement, une fois qu'on a les jambes, voilà, on peut être bon pratiquement partout. Ouais, je ne peux qu'être d'accord, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, même si là on se rend compte qu'on a voilà, des Van der Poel, Van Aert qui recommencent un peu à calculer. C'est un peu dommage, mais voilà, sur le côté polyvalent, là, il y a pas que, hein. On parle d'eux parce que c'est des extraterrestres, mais on a beaucoup de coureurs qui là peuvent aller gagner 3 4 voire 5 monuments, ce qui était voilà, peu envisageable au début des années 2000, encore moins dans les années 90. Donc, on peut que se réjouir de retrouver ce cyclisme-là, ça c'est clair. Oui, Mohoric qui a gagné l'année passée, il est quand même C'est très ça. présent sur une année aussi, hein. Lui aussi Oui, peut bien gagner sûr. beaucoup de courses. C'est vrai que on est dans une ère qui est très sympa à suivre, évidemment. Je crois que tout Mhm. le monde est ravi de ça. Est-ce que, pour définir un peu sprinter, puncher, puncher, sprinter, si je vous dis Oscar Freire, ce serait pas une bonne définition du sprinter, puncher? Hein. Romain, t'en penses quoi? C'est un peu un chouchou, c'est pour ça que je le mentionne, hein, mais avant l'heure, Oui, c'est pas le clairement. sprinter, puncher? Non, mais c'est peut-être, je veux dire, avant Peter Sagan, c'est le sprinter qui a montré, qui a rappelé finalement que les sprinters pouvaient faire autre chose. Mhm. Cela dit, tu as cité aussi Eric Zabel, Eh oui, qui avait fait de eh oui. San Remo son rendez-vous début de saison et qui l'a gagné, je pense, 4 fois. Donc, c'est clair que Fréré est dans cette catégorie des sprinters qui savent, ou qui savaient en tous les cas, puncher, hein, on va le Mhm. dire comme ça. Les Sagan et autres ont finalement pris le relais de ces coureurs-là. Et moi, si vous voulez, je vous ai prévu un petit jeu. Parfait. Justement, vous allez me dire, je vais vous demander, est-ce que c'est un sprinter puncher ou un puncher sprinter? D'accord? Ok. Vous n'argumentez pas, vous commencez à connaître le principe, hein. Je vous donnerai un peu de temps de parole peut-être sur le dernier, mais d'ici là, vous n'argumentez pas. Et alors, Romain, on ne le savait pas. Je promets à nos auditeurs, le premier nom sur ma feuille, c'était donc Peter Sagan. Ouh là Est-ce là. que Peter Sagan est un sprinter puncher ou un puncher sprinter? Mais du coup, je me permets de commencer. Je vais juste finalement terminer ce que je venais de dire juste Mhm. avant, c'est-à-dire qu'à mon sens, c'est un sprinter qui est devenu puncher. Alexis? Oui, oui, tout à fait, mais je pense que du coup, au prime de sa carrière, comme on dit, alors plutôt puncher-sprinter. Mais en Bien effet, sûr, oui, sprinter qui est devenu puncher. Ouais. voilà, je parle bien sûr à leur prime, pour des gens comme des coureurs comme Sagan, je parle à leur prime. Euh, Et alors ok. inévitablement, en fait, pourquoi j'ai choisi aussi Sagan? D'abord parce que c'est un des mecs qui représente le mieux ça, et en plus parce que finalement il a eu un meilleur ennemi. Ils ont fait beaucoup de duels, et pourtant le mec est peut-être pas dans la même catégorie. Vous voyez de qui je parle? Greg Van Bien sûr. Avermaet, Greg c'est un Van sprinter Avermaet. puncher ou un puncher sprinter? Ah, pour moi, on est vraiment dans le puncher qui sait sprinter, puncher qui a une bonne pointe de vitesse, puncher Ouais. sprinter. D'accord. Ouais, mais c'est ça. Moi, à l'époque, quand je regardais le cyclisme avec un petit peu moins d'attention, je pensais que c'était un sprinter, mais je pense là, avec le recul, en effet, c'est plutôt un puncher-sprinter. Ok, je suis Mais d'accord avec vous. Mais vous voyez, c'est des duels finalement sprinter puncher contre puncher sprinter, et ils se C'est sont souvent ça. rencontrés, ils se sont ouais, souvent tout à fait. bagarrés tous les deux, hein.
Ouais. Je sais bien qu'on ne doit pas Oui, donner oui. d'argument, mais par exemple, vraiment pour ce cas particulier, la différence pour moi, hein, en tout cas à mes yeux, entre Sagan d'un côté et Van Avermaet de l'autre, elle se situe dans les sprints massifs. On a déjà vu Sagan remporter un sprint massif, ce qu'on C'est n'a ça. jamais vu Ouais. faire Van Avermaet. Et quand ils se sont opposés, c'est toujours dans des petits groupes. Van Avermaet a beaucoup plus gagné en solitaire, par exemple, qu'un Sagan qui avait la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, besoin d'arriver dans un petit groupe pour s'imposer au sprint. Alors là, à partir de là, mon premier nom sur la feuille, c'était Mats Petersen, mais je m'en doutais qu'on l'aurait évoqué avant. Donc Alexis l'a dit, c'est fatalement un sprinter puncher. Ouais, J'imagine que pour vous êtes moi. d'accord, tous les deux. Ethan Hayter, sprinter Puncher. puncher, puncher sprinter, puncher. Puncher sprinter. Donc puncher Ok, en un, ouais. ok. Bini Girmay, Sprinter puncher, moi j'ai envie de dire. ok, Mais Je suis c'est d'accord. dur. d'accord. On Ok. verra très vite. Alors, quelqu'un que Romain aime bien, je pense. Magnus Kort Nielsen. Puncher. Puncher, ouais. Ok. Alors, Aranburu. Alex Aranburu. Vous avez le droit à me dire aucun des deux. Non, c'est pas sympa pour le gars. Puncher Puncher. sprinter, on va dire. Vous dites tous les deux puncher? Bah, Ouais, bah, je suis d'accord ouais, avec vous, hein. Ouais, ok. C'est parce qu'on a souvent tendance à plutôt, au départ, peut-être que ça change, mais au départ, on disait beaucoup sprinter en parlant de lui. Moi, j'ai mhm. toujours considéré puncher. Ça me fait plaisir que, immédiatement, vous pensiez la même chose. Ok. Alors, on en vient un peu à nos Belges. Wout. Puncher sprinter ou sprinter puncher? Tout! Il est tout. Tout, Il ouais. est, il est tout. Non, Il est Dieu! ouais. Puncher sprinter. D'abord puncher, je pense. Ok. Romain, tu dois choisir. Joker. C'est vrai? Joker, c'est Ouais, vrai? Tu ne Joker. choisis Ah, pas entre les deux? oui, parce que je suis désolé, je dois argumenter. Ouais, vas-y. Il est extraordinaire sur tous les terrains. Et si c'était un sprinter puncher, il peut pas faire ce qu'il a fait dans Otakam l'année Mhm. passée sur le Tour, par exemple. Il peut pas aller gagner au Ventoux comme il y a 2 ans. Ni Calais, Euh, hein. mais si, enfin, Un Pedersen, il fait pas ce qu'il a fait à Calais, pour moi. Après, il y a des non, non, différences tout de à fait, niveau voilà. aussi, C'est hein. Je veux ça. dire, à un moment donné, Oui, un mais puncher bon. sprinter ne vaut pas un puncher sprinter. Mais c'est pour ça, je crois qu'il il l'a prouvé dans les sprints massifs. C'est pas le meilleur sprinter actuellement du peloton en vitesse pure, mais il fait partie des tout meilleurs quand même. Donc c'est difficile de ne pas le mettre, de ne pas cataloguer comme sprinter. Mais dans les punchers, il est certainement dans le top 3, top C'est 5. ça. Ça, c'est indéniable. Donc c'est très difficile de déterminer, je trouve, son profil parce que il est quasi le meilleur partout. Et donc, pour moi, c'est vraiment le cas le plus compliqué. Il y en a Moi, qui sont compliqués aussi, et on peut effectivement, un Bini, on l'a dit, on ne sait pas encore finalement très bien. Mais Mhm. Van Aert, il est depuis tellement longtemps maintenant, et on l'a vu déjà tellement fort dans tous les cas de figure, que moi, honnêtement, je sais pas me prononcer. c'est vrai que moi j'ai tendance à, dès qu'un mec sait faire plus que sprinter, à écarter le terme sprinter. Je le faisais déjà avec Ouais. Boonen. Ça m'horripile tout le temps quand on disait que Boonen était un sprinter, alors que bon, il sprintait quand même vachement bien, le gars. Donc, mais je comprends ce que tu dis. Mais voilà, moi j'arrive pas à me dire, wow, Van Aert sprinter, non, parce que tellement plus que ça. Mais en fait, tellement plus que ça ne veut pas dire. Ouais, Donc mais moi oui, je dirais puncher sprinter parce que si tu fais un top 10 des punchers, il sera peut-être, je sais pas, moi, 3 2 premier, je sais pas. Tandis que si on fait un top 10 des sprinters, je pense pas qu'il sera dans le top ouais, 3. ouais, c'est vrai. Je le mets Donc c'est plus, plutôt pour plus ça que fond je de top dirais puncher 10. sprinter. Ok, on avance quand même. Alors là, c'est peut-être pas sprinter puncher ou puncher sprinter, ça peut être aussi sprinter tout court, parce qu'on est à la frontière à mon avis. Jasper Philipsen. Sprinter. Sprinter, ouais, on peut pas Ouais, je argumenter, dirais ça mais aussi. sprinter. Ah ben moi, je vais argumenter ce que vous pouvez pas, mais moi, je vais le dire. Ben, à mon avis, c'est ce que vous pensez. En fait, c'est vraiment la frontière. Il est pas puncher, mais c'est peut-être dans les sprinters tout court, celui qui passe le mieux les bosses. Mais Peut-être. on peut pas aller jusqu'à puncher, quoi. Je suis d'accord avec vous. Non. Arnaud Delis, ne dites pas sprinter parce qu'il sera pas content. Il n'aime pas. Mais vous pouvez dire sprinter puncher, par contre. Ouais, bah, je veux dire sprinter puncher. On n'a pas encore trop de réponses, mais sprinter puncher. Bah non, sprinter puncher sûr en fait. Sûr, toi? Ouais, ok. Moi, j'irais puncher Ouais. sprinter, moi, tu vois. Mais, Ah oui, ouais, bah ouais, je veux ouais. dire d'office puncher, quoi. Ah Ça oui, c'est oui. Mais clair. moi, je lui mettrais mes puncher en un. Je pense, on verra Oui, avec ouais. le temps, mais Je suis assez d'accord. Ouais. J'adorerais argumenter, mais je le mettrais plutôt dans la catégorie puncher, Ouais, c'est possible. puncher sprinter. Ouais. d'accord. Ça aussi, on saura vite. Alors voilà, donc ça, c'est nos Belges. Et puis je me suis dit, bah tiens, il y a quand même aussi pas mal de Français qui nous écoutent. Je vais regarder un peu du côté de nos amis français. Et en fait, je m'étais pas rendu compte comme ça de prime abord, mais ils ont une flopée Ah de ouais. noms de mecs hybrides, en fait.
Et alors, je vais vous en soumettre quelques-uns, mais j'aurais pu en trouver plus. Arnaud Démarre. C'est un piège, moi, je trouve, Arnaud Démarre, hein. Bah, je vais mettre sprinter classic man. Ça reste un sprinter de base. Mhm. Il sait bien qu'il est plus le plus rapide, même si quand il est bien emmené dans un train, il est difficile à battre. Mais donc c'est quelqu'un qui sait se recycler finalement et qui Mhm. sait aller chercher d'autres formes de courses. Les 2 victoires sur Paris-Nice, il les a au sprint, mais chaque fois dans des petits groupes, etc. Donc pour moi, ça reste un sprinter malgré tout de prime abord. Son Paris-Nice ici, il sprint pas beaucoup. C'est aussi pour ça que son nom m'a attiré. Mais par contre, ce qu'il fait dans les bus, notamment quand il va chercher la bonif, Oui. mais il n'y a pas que ça. Mais à un Mhm. moment donné, le premier jour, il prend pas de bonif, mais le premier jour, il est aussi derrière Pogacar, Vingegaard, si je me trompe pas. Mhm. D'ailleurs, on pense pas au début, on voit Groupama, on pense pas que ça démarre. Moi, il m'a bluffé et on reparlera plus tard pour 2023. Mais autant j'y croyais pas du tout au début de saison, autant je me dis quand même, on fera. Enfin, on en parlera plus tard. Christophe Laporte. Hmm. Puncher. Qui Ok. sait sprinter, hein, mais puncher, Oui, oui, ouais. oui. Je pense aussi, en tout cas maintenant. Ok. Brian Cocard. Sprinter puncher. Ok. Romain, Sprinter. Ouais. ok. Sprinter tout court ou sprinter puncher? Oui, non, Sprinter il à est la Philipsen capable. ou plus? Ouais, non, pour moi, je le laisserais dans la catégorie des sprinteurs purs. Il est D'accord. capable, effectivement. En fait, c'est toute l'essence du débat tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, les sprinteurs doivent pouvoir passer des Mhm. bosses pour continuer à exister face à des Van Aert, des Van Der Poel et compagnie. Et donc, ils sont obligés de faire ça. Et donc, parfois, ils perdent un petit peu de leur vitesse pure, mais ils sont capables de faire un peu plus de choses que les McEwen et autres qu'on a connus, même si McEwen pouvait aussi parfois passer des bosses en hauling de préférence. Ouais, c'est ça. Ça, il faisait bien. Mais il le faisait bien. Mais donc, oui, non, Coca, pour moi, ça reste davantage un sprinter pur. D'accord. Allez, je vous embête encore avec deux noms français. Axel Zagle. Alors, même les Français disent toujours est-ce qu'on dit Zagle ou Zinglé? Moi, je pars sur Zagle, mais puncher sprinter, Difficile. sprinter puncher. Moi, à mon avis, puncher sprinter. Puncher qui va vite, mais bon, voilà. Je, je l'imagine mal dans un sprint massif, donc on va dire ça. On connaît pas encore très bien, évidemment, hein, Ouais, il c'est faut voir, ça. mais ouais. Et le deuxième, ça va peut-être vous laisser tout aussi perplexe parce qu'on le connaît pas encore très bien non plus. On attend de voir, mais bon, vous commencez à me connaître, c'est un peu mon nouveau chouchou, hein, chez les Français. Hugo Page, sprinter puncher ou puncher sprinter? Ouais. Là, même moi, j'ai dur, hein, parce qu'on le connaît pas très bien, j'ai dur à choisir. Il passe très bien, en tout cas, très très bien. Sur le Tour Down Under, il est très bien passé, mais et je le vois pas gagner un massif non plus dans l'absolu. Non. Bon, normalement, c'est vous qui Non. jouez. C'est vrai que je suis en train de jouer un peu Plutôt tout seul. Ouais. puncher, je pense. Tu dis Plutôt puncher, Romain? ouais, je crois aussi, moi. Ah, allez, on va dire plutôt puncher, voilà. Ok. Bon, allez, je vais vous laisser parler et argumenter, parce qu'en fait, maintenant, en fait, le jeu est terminé, mais il y a deux noms que je voudrais vraiment évoquer. Le premier, bah, c'est un qui est toujours dans les favoris, qui a été placé pas mal de fois sur Milan-San Remo, qui sera absent cette année pour cause de Covid, c'est Michael Matthews. Pour moi, Michael Matthews, c'est le mec qui représente peut-être le mieux la frontière entre sprinter puncher et puncher sprinter. Moi, je le ferais basculer plus vers les punchers, ceci dit, mais c'est vraiment un mec qui peut poser question. Vous le mettriez d'abord avant tout plutôt sprinter puncher ou puncher sprinter, vous? Moi, je le Vas-y, mettrais Romain. davantage en sprinter puncher Ah, pour le Hmm. même argument que Sagan tout à l'heure. C'est un gars qui s'est d'abord révélé via le sprint, qui sait remporter un sprint massif. Mais c'est quelqu'un qui, et là je vais rebondir sur ce que j'avais évoqué avec Desmar, c'est quelqu'un qui peut qui a pu évoluer au fil de sa carrière. Et je suis persuadé que aujourd'hui, bien évidemment, il est plutôt puncher que sprinter, mais si on regarde l'ensemble de sa carrière, pour moi, ça reste avant tout un Hmm. sprinter qui sait puncher. d'accord. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vu plus à l'instant T, effectivement. Ouais, c'est ça, pareil. Donc, en fait, j'entends Romain et du coup, oui, forcément, plus sprinter que puncher. Moi, j'avoue que sur les 2, 3 dernières, je réfléchissais plus sur les 2, 3 dernières années. J'avais plus puncher, sprinter en tête. Après, j'ai l'impression que, comme tu dis, c'est un gars hybride qui, malheureusement, son côté hybride, lui, ne lui a pas forcément fait tant honneur que ça parce qu'il s'est souvent buté soit face à un meilleur puncher que lui, soit face à un meilleur sprinter que lui. Donc, c'est quelqu'un à qui le côté hybride n'a pas forcément aussi bien réussi que ça aurait pu, étant Exact, donné son talent, quoi. exact. Et c'est bien que tu dises ça parce que moi, il y a une idée qui a germé en ce début de saison, et plus on approchait de San Remo, plus j'y pensais. Et, c'est à propos de ses compatriotes que j'ai pas encore évoqué. C'est Caleb.
C'est Caleb Ewan. Et Caleb Ewan, en fait, quand je repense à sa montée du Poggio il y a 2 ans, Mhm. et Ouais. quand je vois, par contre, j'ai l'impression qu'il a peur maintenant, en tout cas, cette difficulté à frotter, ça fait 2 ans que c'est difficile. Je me dis, tiens, est-ce que c'est pas un gars, plutôt que de perdre son temps, les sprints massifs où il va pouvoir en faire un de temps en temps, et avoir peur, etc. Est-ce qu'il ne devrait pas essayer d'évoluer vers un profil un peu plus hybride, un peu à la Matthews, en disant, à mon avis, moins puncher, mais plus sprinter, donc pouvoir garder une meilleure Mhm. pointe de vitesse qu'un Matthews. Est-ce qu'il ne tiendrait pas là l'occasion d'aller briller sur d'autres courses et de remporter plus de victoires qu'en restant dans son registre actuel où il en gagnera encore certainement, hein. Il est passé à, il est passé à 2 photo-finish d'en gagner déjà 2, hein, mais à 2 photo-finish d'en gagner 2, mais on n'est pas sur une étape de grand tour. Il y en a un où ils sont dans un C'est petit groupe parce ça. qu'il y a eu bordure et une course d'un jour où c'était pas encore vraiment comparable. Je sais pas ce que vous Ouais. en pensez. Moi, j'adorerais dire, voir le gars, bon, on va essayer de travailler là-dessus et je me transforme et je deviens d'un coup enfin, plus offensif, oui, un mini Matthews dans l'âme. Et avant de savoir si vous pensez que c'est une bonne idée, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est faisable, tout simplement? Niveau capacité, bah, on ne le sait pas tant qu'il ne l'a pas essayé Non, c'est finalement. ça. Mais je crois que le parallélisme avec Mathieu, justement, il est bon dans la mesure où c'est un peu. Allez, Ewan, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit se recentrer sur peut-être d'autres objectifs, dans la mesure où il n'a pas le choix. Il est aujourd'hui dépassé par les purs sprinteurs qui sont sa concurrence directe. Donc, s'il veut continuer à briller, il doit aller voir ailleurs. Et, euh, et là, enfin, est-ce qu'il aura la capacité, est-ce qu'il a les capacités physiques tout d'abord de pouvoir rivaliser avec ben justement ces sprinters punchers comme des Pedersen et autres? Pour l'instant, moi, je pense pas. Mais voilà, ça demande une transformation. Desmar est en train de montrer que c'est faisable, hein. C'est un peu comme si on voyait Merlier après-demain aller remporter des sprints dans une côte comme ça. Donc Mhm. voilà, il faut jamais évidemment présager de ce qui va se passer pour l'avenir, mais là pour l'instant, je pense qu'il le fait par nécessité ou qu'il doit le faire par nécessité et que bah, ça à lui nous prouver qu'il est capable de le faire. Moi, je trouve en tout cas l'idée intéressante. Vous l'avez tous les deux dit, Caleb, il doit faire quelque chose. Moi, je lisais l'autre jour une interview de Philippe Gilbert qui disait qu'un gars comme Jasper de Beust, il va beaucoup plus se donner en course quand il est avec Arnaud Delis que quand il est avec Ewan, parce que de Beust, justement, il sait que ses futurs gros contrats, ils se feront avec Arnaud et pas avec Caleb. Alors, je trouve ça hyper dur à l'égard d'Ewan d'entendre des trucs pareils, mais c'est vrai. On ne peut pas lui donner tort. À l'heure actuelle, Delis est meilleur à tous les points de vue. Alors, Caleb, s'il veut retrouver son statut, soit il retrouve sa vitesse, son placement, son frottement, sa confiance, soit il se réinvente. Il a 28 ans, c'est possible. Pour moi, c'est tout à fait possible. On l'a vu au Poggio, comme vous le disiez, on l'a vu au Poggio il y a 2 ans. C'était quand même encore un grand Alaphilippe qui attaquait et il volait sur le Poggio, mais vraiment, il volait. Donc, je l'imagine mal se réinventer et faire ce que Van Aert a fait à Calais ou ce que Dely a fait à l'Étoile de Bessèges, mais passer des difficultés à 3 à 4% pour pouvoir se retrouver avec un groupe réduit et profiter de sa vitesse, c'est possible. Et je pense qu'il n'a pas le choix. Euh, il n'a pas le choix et seul lui est capable de savoir quand s'opère la distinction entre le Caleb Ewan qui ne sait pas passer un pont d'autoroute et le Caleb Ewan qui vole sur le Poggio. Il l'a déjà fait, donc il sait ce qu'il doit faire pour y arriver à nouveau. Et lui, il sait s'il en est capable, mieux que nous. Donc, s'il en est capable, pour moi, il doit foncer. Enfin, il doit le faire parce que les trains, l'auto, dans le futur, ils seront pour Dely, ils seront plus pour lui. Donc, il doit se réinventer. Le truc, moi, qui me marque le plus, c'est vraiment cette peur qu'on sent maintenant chez lui. Et c'est même pas une capacité en termes de vitesse. Je pense qu'une capacité en termes de vitesse, il pourrait toujours l'avoir, même si on l'a vu se rasseoir assez vite depuis le début de saison, hein. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais moi, c'est surtout la peur. Je pense qu'il là, il est Ouais. confronté à un problème qu'il n'arrivera pas à surmonter, je crois. C'est quand même un gros travail mental. Je sais pas si on peut passer au-dessus de ça. Oui, d'autant que j'ai vu pas mal de réactions sur le fait que Ewan est souvent mal emmené, qu'il n'a pas un bon train chez l'auto, etc. Alors, oui, peut-être, je peux l'entendre, ce n'est pas optimal à chaque course, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, Ewan, il s'est fait un nom finalement sans avoir besoin d'un Bien train, sûr. hein. C'était un peu comme Bien sûr. Cavendish, c'était l'opposé d'un Demar ou d'un Merlier. Et à partir du moment où il fait trop confiance à son train, c'est parce que justement, il manque de confiance dans ses propres capacités. Et Mhm. donc là, effectivement, ça rejoint ce que tu disais. Je pense que le plus gros problème, c'est qu'il a
il a déconnecté. Et vous parlez avec n'importe quel sprinter du peloton ou les gens qui le fréquentent, ils vont tous vous dire, pour un sprinter, il faut débrancher, il faut être Mhm. un peu taré. Et peut-être que Ewan n'est plus assez taré que pour être le pur sprinter que l'on a connu. Ouais, je crois aussi. C'est clair. Mais du coup, pour rester sur Caleb Ewan, est-ce que vous le voyez remporter ce bilan San Remo 2023? Euh, non, je ne l'exclus pas, mais non. Non, pour une double raison temporelle, déjà parce que 2023, sa transition ne sera pas prête, et puis parce qu'en 2023, on en reparlera dans 2-3 minutes, il faudra avoir les nerfs très très solides pour être là dans le final. Ouais. Mais justement, peut-être qu'avant effectivement d'aborder cette édition, Alexis, tu avais une anecdote que tu Ouais. allais rechercher, un truc assez croustillant. Oui, à fond. Voilà, mon anecdote sera plutôt un hommage aux véritables guerriers que sont les cyclistes. Je vais vous parler de Eugène Christophe, que vous connaissez peut-être comme étant le forgeron, si je puis dire, du Tour 1913. Là, il avait cassé sa fourche dans la descente vers le Tourmalet, dans la descente du Tourmalet plutôt, et à l'époque, on ne pouvait pas bénéficier d'assistance extérieure ou changement de vélo ou autre. Donc, il avait réparé lui-même sa bécane dans une forge pas loin de la route. Il avait connu la même histoire en 1919, ce qui lui avait coûté la victoire finale du Tour, et rebelote en 1922, ce qui fait qu'il n'a jamais gagné le Tour de France. Par contre, son épopée la plus folle, elle a peut-être lieu avant ça, à Milan-San Remo 1910. Alors déjà, imaginez 300 km avec les vélos de l'époque, dans le froid, dans la pluie et la neige, qui était abondante ce jour-là. Eugène Christophe racontera par la suite que ses compères, de moins en moins nombreux, et lui-même ont dû mettre pied à terre dans un des capis et tout monter à pied. Il racontait que certains de ses adversaires perdaient leurs chaussures dans la neige et que d'autres devaient se réchauffer au cognac durant la course. Alors, en pleine course, ouais. En pleine course, Jean Christophe, il a les doigts gelés, il sait plus avancer, il veut pas arrêter, mais il est obligé d'arrêter et il trouve refuge dans une auberge où voilà, il allume un feu, il fait sécher ses vêtements, mais les vêtements ne sèchent pas assez vite à son goût. Donc, il emprunte des vêtements civils, empruntés, si je puis dire, hein, dans le refuge. Et il repart seul. Il ne sait pas où il en est, il ne sait pas où sont ses adversaires, il ne sait rien, il est tout seul. La neige continue de tomber. Plus tard, il demandera même à ce qu'on lui coupe son pantalon et ses vêtements parce qu'ils sont trop mouillés et ça lui empêche de se mouvoir correctement. Et il arrivera à San Remo après 12 heures et 24 minutes, où là, complètement abasourdi, il apprend qu'il est le premier à franchir la ligne. Une heure après, le deuxième arrive, et attention, ce n'est pas tout. Sur les 63 partants, il n'y en a que 4 qui finissent classés. Il y en a trois, quatre autres qui sont arrivés, mais qui ont été déclassés parce qu'ils ont pris des moyens de transport plus rapides qu'un vélo. Et là, figurez-vous que jeune Christophe a directement été emmené à l'hôpital pour soigner ses membres qui étaient tous gelés. Il est resté un mois à l'hôpital et il avouera par la suite qu'il a eu besoin de 2 ans pour guérir totalement de cette épopée, mais avec une victoire à Milan-San Remo. Ça fait cher la victoire, mais ça reste une victoire. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une époque quand même. Quand Ouais, je c'est lis fou. j'entends ça, ça me fait rêver entre guillemets d'une telle époque. C'était dingue. Et chaque fois que je lis des trucs là-dessus, Ouais, j'en ai des frissons rien qu'en parlant de cette histoire. incroyable, incroyable. Mhm. Les forçats de la route, hein, C'est ça. comme on les appelait dans les Ouais, années ouais, c'est 30, ça. c'est vraiment ça. Ouais. Et alors, ben, je vais nous ramener à la, je veux pas dire à la dure réalité parce qu'on s'amuse bien dans le cyclisme actuel, hein. Ouais. 2023, on va voir un scénario comme ça, vous pensez? Ou, C'est un peu plus qui, court quand même, la qui va moitié. aller dans l'auberge, se faire couper ses vêtements et boire un amaretto? Mais blague à part, plus sérieusement, donc ce scénario-là, non, évidemment. Qu'est-ce que vous voyez comme scénario de course ici pour 2023? On lit à gauche à droite que le vent pourrait être favorable à une grande offensive et aux grandes manœuvres de Pogacar. L'équipe qui l'amène indique qu'il peut aussi lancer des grandes manœuvres. Vous attendez une course vraiment qui démarre fort, de plus loin Bien que sûr. d'habitude? Oui, ok. Ah, que d'habitude, au même endroit que l'année passée, en fait, hein. En fait, pour moi, ce sera une course. On dit toujours qu'on s'ennuie un petit peu à Milan-San Remo. Là, pour moi, on aura une course digne d'un monument. Ça va commencer dès la Cipressa et même un petit peu avant, parce que si rien ne change, il y aura un vent trois quarts d'eau. Donc, les 5-10 km avant, ça va se bastonner pour le placement.
Ça va faire très très mal dans la Cipressa. Tu l'as dit toi-même, UAE, ils arrivent avec une équipe de grimpeurs, donc ils vont envoyer. Tout le monde passera pas, il y aura des dégâts, il y aura des favoris lâchés, donc ouais, il y aura une bagarre de placement, ça va monter très très vite. Effectivement, tu dis ça avait commencé fort l'année passée. Est-ce que Pogacar himself peut tenter une offensive dans le Cipressa, vraiment partir tout seul et faire un numéro? Je l'imagine pas trop. Oui, c'est peut-être le seul qui est capable de le faire, mais en tout cas en solo, mais c'est peut-être risqué aussi. Et il a un tel punch dans les ascensions de type Poggio, justement, dans les petits murs, que je sais pas. On lit beaucoup que c'est trop facile, le Poggio, pour qu'il y fasse la différence. Moi, je suis pas convaincu avec ça, hein. Pour moi, il peut y faire la différence, hein, mais enfin, il Ouais, il y a peut y quand faire même la différence. Il va pas prendre une minute, mais C'est compliqué quand même. il est capable de tenir après sur du plat. Ça, je dirais. Descendeur, je pense qu'il descend bien. En plus, ça m'a jamais marqué ni dans un sens ni dans l'autre. Par contre, sur le mais plat, il est capable de tenir, hein. et puis il y a un truc qu'Alexis a souligné hein, en parlant de la Cipressa, que ça allait bastonner les 5 kilomètres précédents pour être placé. Et ce Mhm. qu'on assiste quand même de plus en plus dans le Poggio, c'est à justement une bagarre de placement plutôt qu'à essayer de lâcher l'un de l'autre concurrent. On l'a quand même vu avec Mohoric l'année passée. Bon, c'était un peu exceptionnel, mais le mec a gagné Milan-San Remo grâce à ses qualités de descendeur. On se rappelle que Stuyven, il y a 2 ans, l'a gagné en faussant compagnie au groupe des favoris dans les 2 derniers kilomètres. De plus en plus, l'idée, je pense, que doivent poursuivre les candidats à la victoire, c'est de basculer dans les 5, 6 premières places en haut du Mhm. podio. Et après, tout est encore possible. Je vais paraphraser un grand ami à toi, Damien, Tom Bonnen, hein, qui disait Mhm. parfois, il n'y a pas besoin de plan, vous avez juste besoin d'avoir des big balls. Ouais. Et donc, c'est totalement ça. C'est que Milan-San Remo, c'est une course, oui, de placement, une course d'usure. La Cipressa, effectivement, elle peut apporter quelque chose avec le vent dans le dos. Mais je crois que les UAO ne seront pas les seuls à vouloir imposer un rythme. Il y Ouais, aura de nouveau, on a vu avec Jumbo depuis le début de la saison, il y a des collectifs quand même assez énormes. Donc je crois que le but de toutes ces équipes, ça va être de pousser, pousser, pousser pour essayer de mettre leur leader en haut du podio. Et après, advienne ce qui pourra, quoi. c'est ça. Euh, Moi, j'ai regardé récemment le Poggio de l'année dernière. J'ai l'impression qu'on a tous oublié ça. Ils sont arrivés à 26 à vue d'œil. J'ai compté avec une vue aérienne. Ils sont arrivés à 26 au pied du Poggio, alors que les années précédentes, on avait des pelotos complets. C'est fou, je trouve. hmm. Cette année, ils seront peut-être encore moins avec le ventre cardos. Voilà, pour moi, ça va être très excitant dès la Cipressa. Il y a des favoris qui vont être piégés, comme je le disais. Après, Milan-San Remo, c'est une course tellement illisible qu'on peut dire, voilà, on peut dire ce qu'on pense, on peut dire ce qu'on imagine. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit totalement l'inverse qui se produise. Pogacar, est-ce qu'il peut s'isoler dans le Poggio? Pour moi, oui, mais s'il attaque à un bon endroit, donc c'est-à-dire sur les portions les plus raides, loin d'un tournant, et que surtout qu'il n'y ait ni Van Der Poel ni Van Aert près de lui. S'ils sont 10 places derrière, peut-être, mais s'ils sont dans sa roue, il va pas les lâcher sur le Poggio. Non, je sais pas. Non, Je suis mitigé sur en tout cas sur Van Der Poel, vu sa condition actuelle ouais. depuis le début de saison, je suis mitigé. En tout cas, les grands Van Aert d'Under Poel, je pense pas qu'il les lâche sur le Ah, Poggio. les grands, non, 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 non. Après, là, cette année, c'est peut-être différent. Ouais. Van Aert, il s'est bien testé sur l'étape des murs. Van Aert, il a l'air chaud quand même, par contre. Ouais. Oui, mais il a pas lâché non plus grand monde, tu vois. Il est chaud, mais Ah, faire ce qu'il je sais fait pas. sur de tels pourcentages, Ouais, c'est vrai. c'est quand même plus rassurant que Van Der Poel pour l'instant, je C'est trouve. rassurant. Mais tu vois, je lisais dans les articles de presse, il a impressionné. Je trouve qu'il a plus rassuré qu'impressionné. Oui, je suis Là, je d'accord. suis rassuré. Et sans vraiment parler des japonais, mais du coup, quand je vous entends, une course qui serait rendue vraiment difficile, 26 l'année passée au pied du Poggio, etc. Et on parlait quand même d'un Philipsen qui dit lui-même rêver de la gagne. Est-ce que c'est envisageable? Je vais dire, on peut même aller poser la question jusqu'à Deli, hein. Même Deli, où on en fait un des favoris peut-être. Enfin, c'est un peu difficile de le situer, mais avec une course pareille, c'est vraiment imaginable. C'est vraiment dur à dire, hein. La Cipressa, si ça monte vraiment à fond, il y a quand même des chances qu'il ait du mal. C'est un peu similaire au col, un petit peu plus facile que les cols où il a été lâché à l'étoile de Bessèges, mais il est revenu après. Donc, pour moi, il peut s'accrocher, mais tu vois, s'il y a des attaques dans la Cipressa, il ne pourra pas suivre, c'est pas possible. C'est trop Et, long. et ça ne devrait plus Mais débrancher après, j'imagine. Donc ça Ouais, va oui, être c'est ça. surtout avec vent dans le dos, comme tu le disais, même si, enfin, ou en tout cas 3 quarts d'eau,
ça va être de l'intensif jusqu'à la fin. Et du coup, allez, si t'avais le vent de face, bah, voilà, t'as beau avoir les meilleurs grimpeurs que tu veux Mhm. dans le petit peloton de tête, c'est quand même un mec qui doit prendre le vent pour Mhm. grimper. Et donc, si tu es au chaud dans le peloton, ça va. Si c'est vent dans le dos, tu dois juste avoir les gens pour y accéder. Et là, effectivement, ça revient finalement à ce qu'on disait en début de podcast. Est-ce que c'est des sprinters, punchers, etc. Ça reste fondamentalement un sprinter. Et donc, il sait très bien passer les bosses. Et là, ça risque d'aller Ouais. très, très vite. Et j'ai un peu peur pour lui, un peu trop vite pour lui. En fait, moi, jusqu'à il y a 2 minutes, j'ai toujours considéré Philipsen, Girmay et Dolly comme des grands favoris cette année. Mais quand je vois la Cipressa, c'est quand même 6 km. Ça va aller très, très vite. J'ai peur que ce soit un peu trop long pour eux. Surtout s'ils sont mal placés, parce que tout le monde ne pourra pas être bien placé, hein. Non. D'un autre côté, ils étaient 26, etc. Alors je sais, il a plus d'expérience, il a plus montré. Pedersen, il était là l'année passée. Est-ce que De Ligt, on peut pas le comparer à Pedersen? Je parle plus de Philipsen ici, hein, qui est certainement un ton en dessous quand même dans des bosses, etc. Oui, sur le profil de passer la bosse, oui, mais autant je vois bien les treks amener Pedersen en Oui, tête c'est vrai, de peloton, c'est vrai. autant chez l'Autodestiny, ça reste un peu court. Ouais. On ne connaît pas encore l'équipe, mais à Caleb part va un placer Arnaud, Kempenhart hein. ou voire un Vermeersch qui est peut-être capable d'aller frotter, d'aller remonter de lit, il aura pas. Non. Il a une bonne équipe, mais le problème c'est que sur un monument comme celui-là, il y a d'excellentes équipes à côté, et donc il Ok, faudra vraiment vraiment être très très fort pour rivaliser avec UAE, Jumbo, Ineos, peut-être ouais. Quickstep. Vélo Futé a sorti un Mhm. article là sur les chances de Lille et ce qui peut être à son avantage, ce qui peut être à son désavantage. Donc voilà, je vous encourage à aller lire. Oui, vous avez des noms alors. Par exemple, voilà, on avait eu Mohoric, on a eu Stuyven en opportuniste. Est-ce que vous avez des noms comme ça qui ressortent et qui pourraient un peu hors très gros favoris Moi, j'ai être toujours envie de parler de jackpot? Craig Anderson. Ah, Mais c'est sa course, mais c'est sa course. Il y a 2 ans, c'est lui qui sort derrière Steven. D'ailleurs, Steven peut le remercier parce que sinon, ah, il gagne pas. Soran Craig Et, Anderson, je l'aime pour la vie. et l'année passée, tu as 3 attaques de Pogacar où il y a que Van Aert qui arrive à suivre. Derrière, c'est pas très loin. Et c'est lui qui lâche la dernière attaque où Van Aert et Van der Poel prennent 10, 15, 20 mètres. C'est Craig Anderson qui fait la dernière attaque. Donc pour moi, c'est sa course. Sauf que il y a Van der Poel. Enfin, il a changé d'équipe là maintenant. Il est chez Alpecin. Il y a Van der Poel et Philipsen s'il est là. Donc avoir son rôle, sa liberté, à voir. Ouais, D'accord. un nom que je pourrais citer aussi, mais que je ne mettrai pas dans mes favoris, c'est Arnaud Démare. Oui. Mhm. Parce qu'Arnaud Démare, il va falloir s'en débarrasser, comme d'autres hein, finalement. Mais autant un Philipsen, je sais pas s'il aura l'occasion de suivre dans la Cipressa et autres. Le problème de Philipsen aussi, c'est qu'il est dans une équipe où il n'aura pas les équipiers pour lui. Les gars vont rouler pour Van Der Poel, voire pour Craig Andersen. Alors que chez Groupama, on peut tout mettre, peut-être, hein, pour démarre, avec des Geniets ou autres qui sont capables d'assurer un tempo. On voit que la Groupama est déjà bien en jambes en ce début de saison. Ils ne font que grandir progressivement depuis d'ailleurs une ou deux saisons. Donc voilà, un gars qu'il faudra quand même tenir à l'œil, je pense, C'est clair. et qui n'est pas favori, mais s'il bascule dans les 10 premiers. Écoute, c'est vrai que j'avais dit chez Sacha Taboulieri que je salue que j'y croyais pas du tout pour Arnaud Demar. Je- vu ses dernières sorties, voilà, je relativise un peu. J'y crois toujours pas vraiment, mais voilà, il est en train peut-être de me faire hésiter un peu. Même Mais disons sentiment, qu'il a, exactement le même voilà, sentiment qu'Alexis. Ouais. il a effectivement cet objectif de participer au Tour de France, et pour le faire, il doit pouvoir grimper et montrer qu'il pourrait être utile à Gaudu pour avoir une cohabitation sur ce tour. Et donc, on l'a vu dans les photos d'entraînement, il a axé allez, son intersaison sur la montagne, et ça ne peut que lui être profitable, mais ça reste quelqu'un qui est très rapide. Donc, voilà, j'avoue aussi, hein, j'aurais pas cité Desmar il y a une semaine, mais sur Paris-Nice, il a montré que son entraînement c'était pas par hasard et qu'il y avait Mhm. quelque chose qui était en train de se produire à ce niveau-là. Et donc, voilà, je mettrai une petite pièce, mais pas une Ouais. grosse, Ouais. sur Arnaud Desmar. Ce démarre-là, avec la course d'il y a 2 ans, où je mettais Caleb Ewan d'ailleurs parmi les favoris, j'aurais mis aussi Arnaud Démarre parmi les favoris. Mais là, pour moi, ça va aller trop vite.
dans la Cipressa et dans le Poggio. Pogacar veut gagner cette course. Ok. Il va tout envoyer, quoi. Voilà, pour moi. Mais le problème aussi, c'est que ça, c'est jamais très loin derrière. Pour moi, tu n'en as que deux, trois qui sauront le suivre, mais derrière, c'est jamais très loin. Donc, Ouais, si c'est ça vrai. se regarde comme l'année dernière, Mohoric, on va en reparler là, je pense, il gagne parce que ça se regarde Mhm. en haut du Poggio. Donc, si ça se regarde, bah, tu as des gars qui peuvent revenir et pourquoi pas des marques, c'est vrai. Il gagne Mais parce que ça bon, se regarde, et je suis d'accord avec toi, évidemment, il gagne parce que ça se regarde, il gagne parce qu'il est complètement tabré aussi. Quelle aussi, c'est descente, mais clair. quelle C'est descente clair. quand on y repense, il est fou ce gars. Euh, non, moi je voudrais citer, parce que justement, si ça se regarde, moi ça j'aime bien, parce que ces derniers temps, c'est ce qui se passe. Deux cotes, enfin j'en sais rien, je suis pas allé voir les cotes, hein, mais deux mecs très intéressants. Nelson Powless, Hmm. on voit qu'il a la forme depuis le début de saison et c'est typiquement, je trouve, le gars qui peut profiter comme ça d'un marquage. Et alors, il y en a qui m'épatent cette saison. Et s'il part, lui, il va tenir jusqu'à la ligne sans problème. Pipo Ganna. Alors, on parle beaucoup de Roubaix pour Pipo Ganna, mais moi, je suis curieux de voir quand même. En fait, pour moi, Ghana, il est très en forme. Il grimpe bien sur 3-4 kilomètres. Mais pour moi, s'il gagne, c'est aussi qu'il profite d'un marquage. Ah oui, oui, mais c'est à la Stuyven, hein, je vois pas Ouais, autrement. Je ouais, le vois ouais. pas le plus costaud. C'est à la Stuyven. C'est vraiment ça que j'imagine. Oui, bah alors, dans ce cas-là, il fait partie des 150. Ouais. Non, Des j'allais dire 150, ouais. des 35, on va dire, favoris. Ouais, ça, oui. Ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est pas du tout. Voilà, c'est ça, j'en fais pas un favori. Je parle grosse Mais, cote comme ça si on veut pas. ouais. Si on veut faire un peu plus rationnel, et que je vais pas citer dans mes deux noms, et je voudrais quand même en parler, c'est Laporte. Parce que lui, tout le monde qui va regarder Wout, mais lui, Laporte, c'est quand même quelque chose. Je pense, pour réagir sur Ghana, que le Poggio, ça va monter trop vite pour lui aussi. Ouais. Ça aurait été un col plus long, il peut s'accrocher parce que dans un col plus long, les autres ne vont pas être au sprint. Ils vont mettre un gros tempo, mais ils vont pas être au sprint. Ici, dans le Poggio, ça va être au sprint. Mhm. Et donc, du coup, je, je le vois pas, Ok. honnêtement. Par contre, s'il fallait mettre un gars, une pièce sur un gars qui peut profiter de ça, je mettrais plutôt Cort alors, Magnus Cort. S'il parvient à basculer au-dessus, lui, c'est un filou et il peut aller chercher quelque chose. Alors moi, avant qu'on passe à nos pronos, je voudrais quand même saluer Adrien, Nori et Krusty qui ont enfin ouvert le bal des Ah! points marqués pour les pronos, le petit plateau. Donc, ils Bravo avaient à eux. tous les deux, Félicitations. félicitations à eux, ils avaient tous les deux Pitcock en joker, donc ça ne leur fera Ouais. qu'un point. Avec un point, ils sont déjà bien. Nous, on les met ex aequo pour l'instant, parce qu'on n'est pas comme Montserrat et tout ça. Il n'y a pas de photo finish. Nous, on déclare des ex aequo quand c'est comme ça. Et je vais donner le prix de la combativité à Hugo, Cactus sur un vélo, qui avait quand même mis Madouas, lui, pour 2 points. C'est passé à ça de prendre la tête tout Ouais, seul, là, et de s'envoler. dommage. Ouais. Mais allons-y, donc, pour vos pronos. Tu as cité un de mes deux noms et tu as cité mon favori, Ok, Christophe Laporte. Moi, je le mets carrément en favori. d'accord. Pour deux Mhm. raisons. La première, c'est que Jumbo, enfin pour trois raisons. La première, c'est que Jumbo nous a montré que quand ils choisissaient une course, ils étaient difficilement battables. Ils sont pas imbattables, hein, mais enfin, ils envoient du bois. Ils sont en très grande forme tous depuis le début de la saison. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que je suis convaincu que Van Aert ne va pas jouer la gagne Ah non? et Possible. qu'il va se mettre au service justement d'un de ses coéquipiers. Et je pense que ce sera Laporte qui sera désigné. Grâce à Et Alexis. Il écoute beaucoup Alexis, hein, qui lui a conseillé de faire ça. Donc, ben voilà. Et le troisième élément, c'est que le Poggio, moi, ça me fait un peu penser, tu l'as évoqué tantôt brièvement, à Calais sur le Tour de France de Ouais. l'année dernière, quand vous avez vu ce démarrage de toute l'équipe Jumbo. Euh, si Jumbo se retrouve au bas de la Cipressa, on va dire ça comme ça, avec un Van Hooijdonk, faudra voir, mais un Walter, un Tratnik, un À Van fond, Aert, ouais, incroyable. peut-être Ouais. Affini et Laporte, moi je suis eux, Regarde. je mets Van Aert et Van Aert démarre au pied du Poggio avec Tratnik dans sa roue et Laporte dans la roue de Tratnik et on va amener Laporte, on essaie de l'isoler le plus possible en haut du Poggio. Voilà, moi, ce serait le scénario de course que je verrais le plus, pas probable parce qu'on est joueur, mais Ouais, voilà, c'est celui que possible. je serais heureux d'avoir pu décortiquer, enfin, d'avoir pu imaginer. Mais en fait, je serais pas étonné de voir la Jumbo. Van Hooijdonk, en début de col, il est monstrueux. Je serais pas étonné de les voir Ouais. tenter quelque chose. Après, enfin, je sais pas. Je sais Et, pas. et, et comme tu l'as dit hein, C'est tout à trop l'heure, compliqué. le Poggio, c'est peut-être pas suffisamment dur pour un Mhm. Pogacar. Et donc, dans le Poggio, on peut avoir
plus un puncher qu'un grimpeur qui va sprinter et qui va foutre tout le monde derrière. Alors après, enfin, je sais pas. Est-ce que les grimpeurs, j'imagine quand même qu'ils sont prévenus, qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose qui va se faire. Mais voilà, si Jumbo arrive bien placé au pied du Poggio, ça va envoyer du bois, c'est une évidence. Et moi, Mhm. voilà, sachant qu'il vient de reprendre, qu'il est encore un peu malade ou qu'il était encore récemment un peu malade, qu'il retrouve des sensations, qu'il n'est pas à son pic de forme, qu'il vise les Flandriennes et que les Flandriennes, qu'il y a cette volonté chez Jumbo de pouvoir aussi offrir des cartes à d'autres coureurs. Euh, Moi, je mise une grosse pièce cette fois-ci sur Ok. Christophe Laporte. Moi, je D'accord. suis incapable de dire quelle serait la meilleure stratégie à adopter pour Jumbo. Même envisageons que Van Aert joue la gagne parce que ça reste un monument. Je ne saurais pas dire quelle stratégie faire. Par contre, Christophe Laporte, il pourrait faire gagner Van Aert en tentant le coup du kilomètre et en lançant un sprint rapide. Parce qu'un sprint lent, on sait que Van Aert a plus du mal. Ouais, moi je suis plus sensible à Porte que Wout aussi, pour toutes les raisons évoquées par Romain. Après, c'est Wout, hein, il peut tout à fait la gagner. Et aussi, en fait, pour toutes les raisons évoquées par Romain, et même pour ton questionnement, Alexis. Wout, je sais pas, en fait, si le groupe est trop conséquent, ou même si le groupe est pas super conséquent, voilà, les sprints en petit comité, il en gagne, hein, mais il nous a assez montré aussi qu'il ne les gagne pas Ouais. toujours. S'isoler, c'est Je difficile aussi. Enfin, je sais pas, hein, ne le mettrai pas dans mes deux noms, en tout cas. Et justement, en parlant de deux noms, bah, on a toujours entendu qu'un nom. On va quand même donner une chance pour un point à Romain. Joker, Romain. Ouais, j'aurais envie de dire Pogacar pour essayer de marquer un point. Mais sur le petit plateau, on est joueur. D'accord. Donc, je vais citer un autre nom. Et ça va peut-être faire plaisir à quelqu'un qui nous écoute fréquemment. Je vais mettre une toute petite pièce sur Jonathan Milan. Ah, Ouais, j'y je ai pensé pense que aussi, tu ouais. parles de Enzo, t'es analyste Phoenix, donc. Voilà. Bah, figurez-vous que je suis tellement incapable d'imaginer un scénario pour Milan-San Remo alors que je le fais tous les jours pour le run d'avenir Hmm. que je n'ai même pas su avant cette émission choisir mes deux étoiles. Mais je vais le faire maintenant. Je- j'ai envie de croire que ce sera encore un filou qui va gagner comme les deux dernières éditions parce que Pogacar, Van Aert, Van Der Poel sont trop forts. Ils vont se regarder, quelqu'un va profiter de ça. Donc je vais mettre Craig Anderson en joker parce que Philipsen, Van Der Poel ne va pas aller derrière lui et Van Aert ne va pas amener Van Der Poel. Et en deux étoiles, je vais mettre Bettiol. Ah, Ne me demandez pas pourquoi. intéressant. Je C'est l'imagine bien. l'inspiration du Parce qu'il moment. fait partie Voilà, des 150 coureurs qui c'est peuvent ça. s'imposer. C'est ça. Ok, ok. Moi, j'aimerais bien aussi. En fait, c'est curieux parce que moi aussi, je pense à Filou. Et on est joueur, mais on a quand même envie de marquer des points de temps en temps. Ouais. Et puis parce que je rêve que Pogacar le fasse, en fait. Moi, je voudrais tellement qu'il les gagne toutes et ça va être difficile, mais c'est pas grave. Parce que en fait, c'est le grand favori sans l'être. Il y a tellement de favoris que finalement, le plus grand favori, c'est peut-être lui, mais qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'arrivera certainement pas. Mais je vais quand même le mettre. Je vais mettre Pogacar en prono principal. Et alors, bah, comme Alexis, j'avais pas vraiment regardé. Je suis resté Pogacar, Pogacar. Je vais mettre un autre nom. On va espérer qu'il bascule. Girmay, Ah ouais, au bah, Joker. pourquoi pas. Ah ouais. C'est fou parce que Pogacar, il peut gagner dans toutes les circonstances de course, que ce soit s'isoler dans le Poggio, que ce soit dans un petit groupe, que ce soit partir dans la descente, que ce soit dans un groupe un peu plus conséquent, il peut gagner partout, mais je ne l'imagine pas gagner. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'imagine pas gagner. En fait, c'est peut-être l'image de l'année dernière où il essaie, peut-être que ses attaques étaient peut-être pas très intelligentes. Mhm. Thibault le dit souvent sur Twitter, Ouais, mais j'ai l'image de Pogacar l'année dernière qui tente, qui tente, qui tente, qui fait 4-5 attaques et qui n'y arrive pas. ouais. C'est peut-être ça aussi qui m'empêche de penser que Pogacar peut gagner Milan-San Remo. Je pense qu'on a fait le tour. Il Évidemment, bah, ceux faut. qui nous écoutent, il faut qu'ils continuent à jouer. Là, on a ouvert le compteur. Donc, surtout, donnez-nous vos pronos. Faites mieux que nous ou pas. On va essayer de remonter quand même un peu dans la hiérarchie, hein. Ce ne sera pas Et difficile. ce ne sera pas difficile. Comme Romain, tu l'avais dit à passé, je vous invite vraiment, si vous écoutez même sur YouTube ou Spotify, c'est sur Twitter que vous venez de donner vos pronos, c'est beaucoup plus facile pour nous pour tout recenser. Donc en dessous du post où on met le lien,
donnez-nous vos pronos et dites-nous bien qui en prono principal et qui en joker pour qu'on puisse comptabiliser ça de manière correcte. Puis on fera les comptes après Milan-San Remo. Et avant, le monument suivant, hein, qui sera déjà le Tour des Flandres. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais ça va s'enchaîner maintenant Ouais. au niveau des belles courses à pouvoir regarder. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce long moment, hein. On a été un peu plus long que On a un d'habitude, peu, mais oui, c'est un C'est monument un quelque monument. part. Voilà, on se devait de laisser la place ou le temps, en tous les cas, pour une course de prestige comme la Primavera. Et on se retrouve après pour débattre de qui aura gagné. Et surtout, on se retrouve bientôt sur le petit plateau pour évoquer d'autres courses, d'autres préfaces, d'autres débriefs également. Et d'ici là, bonne course à tous, bonne écoute et à bientôt. à Ciao, ciao. bientôt, salut!